Nous attendons encore que certaines personnes se joignent à nous, mais en attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous nous suivez. Et nous reviendrons vers vous dans un instant pour lancer ce super webinaire. Merci bien. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bienvenue à ce second webinaire de notre nouvelle série de webinaires sur les conversations agraires. Aujourd'hui, nous allons aborder des questions complexes relatives au régime alimentaire mondial et la Chine. Comment le système alimentaire mondial évolue-t-il et quel est le rôle de la Chine dans ce nouveau système? Ce webinaire sera en anglais, avec une interprétation en français, en espagnol et en mandarin. Veuillez consulter les instructions à l'écran, en bas de votre écran et dans le chat pour accéder à l'interprétation. Et surtout, n'hésitez pas à demander dans le chat ce qu'il faut faire si vous avez des questions par rapport à l'interprétation. Alors, je m'appelle Ruth Hall, je suis professeur pauvreté, terre et études agraires à l'Université de Western Cape et je suis au Cap en Afrique du Sud. Nous sommes ravis d'être des partenaires pour accueillir ces échanges. Je co-présiderai ce webinaire aujourd'hui avec Katie Sandwell du TNI qui est donc à l'origine de cette série de webinaires. Katie va présenter nos intervenants depuis Amsterdam. Mais tout d'abord, un mot rapide pour présenter la série de webinaires Conversations agraires. Qu'est-ce qui rend cette série spéciale dans un monde où il y a tellement de webinaires? Eh bien, tout d'abord, nous essayons de réunir des universitaires militants, des universitaires non militants et d'autres personnes de la communauté internationale. Nous essayons de renverser certaines hiérarchies bien établies et nous luttons en mettant en avant les voix des universitaires, des militants venant du Sud. Et puis, nous mettons au cœur de nos échanges les idées des femmes et des jeunes. Il s'agit d'ouvrir le dialogue pour donner un sens à ce qui se passe dans notre monde. Et c'est pourquoi nous proposons justement des lectures en amont de ces webinaires. Des lectures qui sont également ici dans ce chat, qui sont librement accessibles. Et vous avez donc accès à l'article qui vous a été présenté pour aujourd'hui. Alors nous voulons avoir une session interactive avec une toute petite présentation cathédrale, la plus petite possible. Et puis sachez que cette série est politique, elle se veut de la sorte. Notre objectif, c'est de définir ce que les changements d'aujourd'hui ont comme conséquence sur les évolutions agraires. Ensuite, nous voulons également aborder la question de la narrative chinoise dans le Sud mondial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de China bashing, mais aujourd'hui, justement, nous voulons creuser, aller en profondeur et lutter contre les stéréotypes établis, les préjugés établis, pour justement analyser le système, le régime alimentaire mondial. Et plusieurs réseaux et organisations ont participé à cette initiative, notamment
le Journal of Peasant Studies, et tous les autres que vous voyez à l'écran, ECAS, PLAS, ICA, Sierra, RP, Pastures et Rushes. Alors, vous avez tous les détails dans le chat si vous avez besoin de plus de détails. Et le TENI, l'Institut transnational, bien entendu, est là. Alors, sachez que ces événements plutôt ont un coût. Alors, surtout, n'hésitez pas à faire un don à l'aide de TENI ou à l'aide de nos partenaires pour soutenir ces webinaires. L'objectif est de s'assurer du fait que nous ayons des échanges aussi inclusifs que faire se peut, avec de l'interprétation également. Maintenant, je vais donner la parole à Katie pour qu'elle vous parle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Ruth. Un tout grand merci pour cette présentation. Et merci à Philippe. Je vais vous présenter les différents orateurs au fil de cette séance, mais tout d'abord, un petit rappel concernant ce format. Tout d'abord, nous allons écouter Philippe McMichael qui va nous parler donc du document de fond qui a été partagé avec vous et qui est dans le chat, que vous avez normalement également reçu par courriel. Ensuite, nous demanderons à 4 personnes, Yann Erong, Paul Refilopé et Andrea, de réagir pendant 5 minutes chacun. Et ensuite, nous aurons un échange avec une ronde supplémentaire pour que chaque orateur puisse répondre aux autres pendant 1 à 2 minutes chacun. Ensuite, on s'ouvrira au public pour vos questions. Enfin, Carole a accepté d'endosser la lourde responsabilité de recueillir les propos de ce jour et pour tirer les conclusions à la fin de cette session. Alors maintenant, quelques points techniques rapides. Comme Ruth l'a indiqué, ce webinaire est interprété, ce que vous savez d'ailleurs si vous entendez ma voix. Et donc, si vous avez des questions concernant le chat, n'hésitez pas, concernant l'interprétation plutôt, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat et ne parlez pas trop vite pour s'assurer du fait que tout le monde comprenne tout le monde. Alors, pour le public, je vois que bon nombre d'entre vous ont déjà utilisé le chat pour échanger, mais n'hésitez pas aussi à poser vos questions techniques ou encore vos réflexions sur ce que vous entendrez. Au cours de cette session, on partagera également des liens vers des ressources, vers d'autres lectures, et donc surveillez le chat de fort près. Nous savons également qu'il y a beaucoup de savoirs qui seront partagés dans le chat, et donc merci pour vos apports. Alors, pour poser des questions au panel, à la fin de cette session, je vous demanderai s'il vous plaît d'utiliser l'onglet questions-réponses, car parfois le chat est fort occupé. Enfin, si vous êtes sur Twitter ou sur d'autres médias sociaux, n'hésitez pas à utiliser notre hashtag Agrarian Conversations et hashtag Food Systems pour aujourd'hui, pour ainsi partager vos réflexions qui découlent de ces webinaires. Et bien sur ce, je vais maintenant donner la parole aux personnes qui sont venues pour prendre la parole et que nous voulons écouter. Donc maintenant, je vais donner la parole à Philippe McMichael, qui est professeur de développement global à l'Université de Cornell et qui est auteur du livre de 2007 Food Regimes and Agrarian Questions, notamment. Il travaille avec le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, le CFS-CSM. Sans plus attendre, monsieur, je vous donne la parole. Phil, vous avez la parole. Eh bien, un tout grand merci et bonjour à toutes et à tous. Et merci à Cathy et à Jess d'avoir pris cette initiative avec le TNI, notamment. Merci aussi à Ruth et à Judith. Alors, à quoi sert ce système de food regimes, de régime alimentaire, RA? Eh bien, notamment s'assurer du fait que les relations peuvent évoluer, parce qu'aujourd'hui, le régime alimentaire actuel est ancré dans le principe du marché qui privilégie l'agrobusiness. Et pour moi, aujourd'hui, on se dirige avec ce système, avec une agriculture sans paysans. Et ce système soumet les agriculteurs aux 4 coins du monde au dumping, à l'accaparement des terres. Et la Via Campesina a déclaré que, à cause de cela, pléthore de personnes sont déplacées. Et la financiarisation n'améliore en rien la donne, tout comme les problèmes d'accès au crédit et les PPP. Par ailleurs,
de nouvelles exportations, notamment d'Argentine et du Brésil, ont eu des conséquences sur le panier de la ménagère en Occident et aujourd'hui, certains accords avec les États sont de plus en plus précaires et certains gouvernements mettent en péril leur souveraineté alimentaire et l'approvisionnement en vitamines et minéraux, ce au détriment, au détriment des systèmes alimentaires et en faveur d'accords commerciaux bancaux. Certains transferts de terres ont été faits par certaines autorités et aujourd'hui, la sécurité alimentaire est menacée et il est intéressant de voir que Ji Dongyu de Chine à la FAO parle des investissements aux zones rurales. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a la COVID. La COVID a déchaîné des violences diverses et variées, eu des conséquences, aggravé la famine et renforcé certaines collaborations multilatérales. C'est un choc qui va à l'encontre de ce qui a été établi. Et aujourd'hui, nous voudrions effectuer une transition du système de l'OMC vers un autre système pour avoir une meilleure gouvernance pour la sécurité alimentaire et la défense des droits humains. Alors, le fait est que tout cela se passe dans le cadre de la réforme de la Commission onusienne sur la sécurité alimentaire et aujourd'hui, les zones indigènes qui regroupent plus de 80% de la biodiversité sont défendues par bon nombre d'activistes et aujourd'hui, il est important de raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement. Alors cela nous rappelle que l'agroécologique pourrait être une science utile qui n'est point déconnectée de la réalité ou déconnectée des systèmes. Et l'agroécologique permettrait d'aller de l'avant Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre pour demain? L'agriculture avec des paysans veut travailler avec des réseaux, des initiatives de terrain dans l'agriculture écologique aux quatre coins du monde, notamment avec des agriculteurs en Europe ou au Midwest américain en vue d'arriver à un équilibre en termes d'émissions. Par ailleurs, nous pourrions travailler avec des agriculteurs indigènes qui aujourd'hui sont en guerre avec des autorités nationales. Alors, le droit public à la terre est l'exception au discours occidental, là où nous avons des holdings agricoles en Europe. Alors, les réformes historiques chinoises ont déstabilisé le secteur et aujourd'hui, une transition est nécessaire pour restaurer les écosystèmes. La Chine renforce sa propriété du foncier en vue de revitaliser certaines zones et Xi essaye d'arriver en fin de compte à l'autosuffisance à l'échelon national pour améliorer la puissance économique et politique de la Chine à l'échelon international.
l'État chinois et sa stratégie vont à l'encontre des stratégies de 1980 pour la globalisation. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir? Eh bien, moi, je pense que la Chine mise sur le court terme et le long terme. Pour le court terme, elle souhaite asseoir sa position au sein de l'OMC avec des entreprises publiques et des entreprises privées qui visent les bénéfices. Et à long terme, la Chine souhaite développer ses routes pour développer des affaires commerciales avec l'Occident grâce à des routes qui ne peuvent être perturbées par la puissance militaire américaine. Et la Chine fera cela avec des infrastructures complémentaires, des investissements privés en vue de partager les fruits de la mer et de la terre et tentera de consolider son emprise en Amérique latine avec la protéine de soja, en Australie et en Russie également avec d'autres cultures. La Chine ne dispose que 20% de la population et sa population devrait augmenter sa population mondiale. Et la Chine a des stratégies qui permettent d'accéder à des denrées diverses et variées. Et les investissements agricoles de la Chine en Afrique ont pour but d'aider le pays à se préparer à la population continentale qui va doubler, qui représente un vaste marché. Par ailleurs, plusieurs instances sont en négociation au sujet de la collaboration Sud-Sud et il est intéressant de voir que le sommet des Nations Unies se concentrera avant tout sur l'Afrique. L'Afrique qui semble être un endroit de compétition pour différents acteurs à l'international. Et pour ce qui est de la Chine in fine, eh bien, il apparaît qu'elle utilise le néolibéralisme et que parallèlement à cela, elle construit d'autres institutions et d'autres canaux et travaille avec des institutions telles que l'infrastructure asiatique, la banque d'investissement et d'autres réseaux numériques. Alors, est-ce que cela a pour but de modeler ou de soutenir le paradigme agricole chinois? C'est une bonne question. Et cela reste à voir. Dans l'intervalle, la question est de savoir s'il va y avoir une solidarité similaire à celle que nous avons en Inde et s'il va être possible de changer les choses en Chine. Merci bien. Très bien, nous allons passer à notre deuxième intervenant. Nous avons donc Yan Haong, qui travaille à l'Université Polytechnique de Hong Kong, qui travaille sur les liens Chine-Afrique, la racialisation du travail, les changements agraires chinois. Elle a également contribué à EPAS Food, qui est également le comité de la souveraineté alimentaire en Chine. Donc, l'IPESFO, le panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Merci beaucoup à tous les partenaires d'avoir organisé cette réunion. Alors, je vais vous donner 3 points concernant l'engagement mondial de la Chine et les régimes agraires chinois. Premièrement, donc, les changements en Chine. Aujourd'hui, nous avons 230 millions de foyers en Chine. Les décideurs politiques chinois ont transformé la Chine
on dit que la Chine était un grand pays avec des petits exploitants. Pendant 20 ans, cependant, nous avons vécu un changement et une dépaysannerie, si vous voulez. Et donc, nous sommes passés de 36% en l'an 2000 à 60% en l'an 2020. Alors que les petits exploitants sont toujours une majorité dominante, cependant les acteurs phares dans le secteur agricole sont ceux qui ont des entrepreneurs d'agro-industrie et qui accumulent le capital. Et le gouvernement chinois a transformé et déplacé les politiques pour se distancer des importations et pour être moins tributaires des exportations. Politiquement, en 2017, le gouvernement central chinois a proposé une revitalisation comme stratégie de développement jusqu'à 2050. Le gouvernement chinois considère que l'autosuffisance alimentaire est une politique fondamentale qui demande 85% d'autosuffisance pour le riz, le blé et le maïs. À l'heure actuelle, cependant, comme Phil l'a montré, la Chine est le premier importateur alimentaire mondial, avec 70% des importations sous une seule forme, c'est-à-dire le soja. Avec l'épidémie mondiale, le gouvernement a effectué une surveillance très rapprochée et cet engagement est différent. Philippe l'a démontré, il y a des différences par rapport à l'engagement du passé de la Chine, notamment en Asie et dans les États africains, nord-africains et d'Afrique orientale. Les États européens se reposent sur la libéralisation de l'OMC, alors que les États du MENA et asiatiques, non. Ils ont donc ils dépassent les règles de l'OMC et accèdent aux approvisionnements alimentaires par d'autres biais avec leurs propres fonds. Sur ma recherche dans certaines parties d'Afrique, les activités agraires chinoises utilisent la libéralisation de l'OMC, mais sont axées sur les investisseurs à but lucratif. Et ils approvisionnent les marchés locaux, nationaux. Et donc, dans ma recherche en Zambie et en Ouganda, j'ai vu que les fermes chinoises exportaient leurs produits en Chine. L'exportation vers la Chine n'est pas rentable. Et au Zimbabwe et au Brésil, qui sont des exemples. Et merci à nos autres intervenants qui vont partager ces recherches à cet égard. Nous avons vu déjà des exportations de soja et de tabac vers la Chine. La présence d'entreprises chinoises dans ces deux pays ne change pas la direction vraiment du flux du soja et du tabac vers la Chine, parce que sans les entreprises chinoises, d'autres entreprises effectueraient ces exportations vers la Chine. Mais la présence d'entreprises chinoises ont des répercussions et perturbent la dominance existante des entreprises existantes dans ces deux pays. Et donc, ça accapare une partie des bénéfices. Dans ces deux pays, les entreprises chinoises et autres pratiquent l'exploitation sur contrat. Et donc, ils fixent les prix pour les producteurs locaux et ils s'accaparent une grande partie de ces bénéfices. Une minute, désolée. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que les activités chinoises sont mercantiles, mais nous devons parler d'autosuffisance pour parler de la stratégie alimentaire chinoise. Et comme on dit en Chine, pour que tout le monde ait de l'eau, il faut que les rivières soient pleines. Il n'y a pas de consensus en Chine. Il y a le consensus de Beijing, par exemple, est en contraste avec le consensus de Washington. Dans un contexte mondial, les pratiques chinoises, de manière générale, ne représentent pas l'alternative, mais ont une approche de réformation
par rapport à cet engagement, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de privatisation ou d'austérité. Nous n'avons pas besoin d'avoir le retrait de l'État. Et parfois, bien sûr, il y a des cassures du monopole existant. Et donc, je pense que la stratégie du gouvernement chinois pour la revitalisation et les dernières politiques publiées il y a 2 ans priorisent une protection locale et la valorisation de l'écologie, et tout en promouvant ceci à l'échelle internationale, ce qui appelle à l'engagement des militants. Merci beaucoup. Merci Yann Errang. Désolé pour ce manque de temps. Merci pour cette contribution excellente. Nous allons passer à notre prochaine intervenant, Refiloé Joalin, qui est candidate en doctorat au place, donc à l'université de Western Cape, au Cap en Afrique du Sud. Ses recherches se concentrent sur le soja en Zambie et le capital de l'agrobusiness dans des systèmes agraires. À vous la parole. Refiloé, vous avez la parole. Votre micro est éteint, me semble-t-il. Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup, Katie. Et merci aux autres intervenants et merci aux organisateurs de cette conversation de cet après-midi. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la stratégie agraire chinoise mondiale, mais je vais vous parler de son engagement en Amérique du Sud et surtout l'impact concernant le complexe du soja à l'échelle internationale. Donc c'est une agro-marchandise très importante et avec des usages flexibles et complexes. Donc le germe de soja, l'huile de soja par exemple. Et ce qui est intéressant dans mes recherches, c'est que l'on utilise comme farine animale. Donc ces entreprises axées sont souvent chinoises, et c'est le consommateur et l'importateur le plus important au monde, comme nous l'avons déjà entendu aujourd'hui. Les entreprises mondiales sont contrôlées par quelques entreprises du nord de l'Atlantique. Ce sont de gros géants des affaires commerciales. Et la demande internationale de soja a entraîné l'émergence de nouvelles frontières du soja, avec l'Afrique du Sud que l'on voyons comme un nouveau site d'expansion du soja, avec l'augmentation du soja que nous appelons soya ou soy en anglais. Et ceci peut donner lieu à l'urbanisation et à l'augmentation des recettes. Et nous voyons donc que c'est une récolte d'une des plus importantes ces dernières années, qui a une relation de plus en plus capitaliste et qui est façonnée par la réorganisation des systèmes alimentaires et agraires à travers le monde. Et nous voyons que le rôle de la Chine est de plus en plus important, surtout dans les agro-industries d'Amérique latine, qui sont des acteurs importants dans ce complexe soja international. Donc, en Afrique du Sud, cette production a été signalée dans un rapport d'il y a quelques années, c'est-à-dire qui s'intitulait Awaking with the Sleeping Giant. Et dans la région, nous avons des accords signés entre l'Union des douanes d'Afrique du Sud, le marché commun d'Amérique latine, qui est un accord préférentiel de 2009. Nous avons également vu que le gouvernement chinois investit dans la production de soja dans la région par le biais de centres de démonstration agricole à travers l'Afrique du Sud et dans les exploitations chinoises en Zambie, par exemple. Il y a un institut brésilien qui joue également un rôle phare au Mozambique concernant le potentiel agricole. Il y a également des accords signés entre l'Argentine et l'Afrique du Sud, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, nous avons différentes narratives politiques concernant la sécurité qui ont été mises en avant par différents groupes pour justifier l'appropriation et la dépossession des ressources
dans l'intérêt de l'expansion de cette nouvelle frontière du soja en Afrique du Sud. Premièrement, les augmentations de pression pour la production de soja et des problèmes de conservation en Amérique latine. Ceci a été présenté comme un facteur encourageant, favorable, et nous voyons qu'ils essaient de repousser les frontières naturelles pour essayer de trouver de nouvelles opportunités et s'accaparer de plus en plus de segments et de capital, de même qu'une part de marché des marchandises. Il y a donc des nouveaux espaces par l'établissement de nouvelles régions géographiques et de nouvelles frontières du soja. Deuxièmement, la montée du soja dans la région est façonnée par une narrative de la sécurité. Ici, des niveaux élevés d'insécurité alimentaire et diététique, et de même que la pauvreté, sont des justifications des gouvernements africains pour attirer les investissements et pour soutenir l'acquisition des terres agricoles pour l'utilisation de ces terres à des buts de production. Et nous voyons donc des modèles commerciaux PPP, partenariat public-privé. Et ceci est motivé par exemple, en Zambie, 80% de la production est à grande échelle. Donc, c'est une dominance des exploitants à grande échelle. Donc, il y a un changement dans l'utilisation des terres et des modèles. De l'agro-industrie en Zambie, par exemple. 1 minute, s'il vous plaît. Très bien, je vais m'arrêter ici. Je voudrais juste ajouter que dans mon site d'études à Mumbai, il y a eu une acquisition à grande échelle pour la production de soja, mais également l'intégration de petites exploitations qui changent l'utilisation des terres, des récoltes, mais également des marchés alimentaires locaux. Et nous voyons qu'il y a des produits très transformés à base de soja qui sont ciblés sur les foyers à faible revenu, notamment en Zambie. J'espère que je pourrai développer un petit peu cette idée tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Andrea Sosa, qui est chercheur postdoctoral au Conseil scientifique en Argentine. Elle est également conférencière à l'Université de Buenos Aires et elle est membre de la Collective of Agrarian Scholar Activists from the South, donc CASAS. Et donc, elle est chercheuse postdoctorale au CONICET. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci de m'avoir invité à cette conversation. J'aimerais continuer ce que Refélé nous disait, mais j'espérais replacer cette conversation en Amérique latine. Comme nous le savons, la Chine a été un investisseur central en Amérique latine. Ceci est le cas depuis 2005 et surtout, principalement en Argentine depuis 2010. Ces investissements se produisent pour la production de soja, la production d'huile et l'extraction. Ma question sont quelles sont les implications de la présence majeure et l'investissement majeur de la Chine, surtout pour les pays du Mercosur. Donc, vous allez voir des diapos qui vous expliqueront, qui vous illustreront ces pays. Nous allons voir cet exemple. C'est ce qu'on appelle parfois la République du soja, donc l'Argentine qu'on appelle à qui on a donné ce sobriquet. Donc, il y a une production de soja qui a vu une forte croissance. Et donc, le soja est la récolte la plus importante de ce nouveau modèle agroalimentaire qui, bien sûr, s'étend à d'autres récoltes également. Donc, cette question, mais également la question de la présence grandissante de la Chine dans les systèmes alimentaires de ces pays. Et quelle est la
place, quel est le rôle de ce pays dans la transition des systèmes alimentaires? Alors, je voulais mettre en exergue l'expansion des agro-entreprises en ce qui concerne la dégradation environnementale, l'exclusion sociale, notamment, ce que ceci implique. Également des implications concernant l'accaparement des terres et la production de la production. Bien sûr, la Chine n'est pas le seul État qui s'accapare les terres en Amérique latine. C'est pourquoi nous devrions parler de la multiplicité qui existe. Et ce n'est pas non plus le seul capital. Le flux de capital, nous avons également les États-Unis ou les Pays-Bas, par exemple. Et le capital chinois est de plus en plus important et ceci déplace l'investissement états-unien. Par exemple, la Chine a racheté une grande entreprise, une des plus grandes entreprises dans la chaîne de l'agro-industrie. La présidente de COFCO également, c'est-à-dire la China National Cereals, Oils and Foodstuff Corporation, donc cette grosse entreprise exporte depuis 2018, par exemple au Paraguay ou en Argentine. Et bien sûr, ce n'est pas le seul exportateur, mais c'est un exportateur majeur vers les États-Unis, la Russie et d'autres entreprises. Et enfin, je souhaitais vous dire que surtout en Argentine, nous avons d'autres types d'investissements en ce qui concerne la production porcine, par exemple. C'est l'un des plans du gouvernement actuel, mais également des investissements dans les infrastructures pour la production agricole, tels que des systèmes d'irrigation ou énergétiques. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais une minute, c'est ça? D'accord. Comment pouvons-nous aborder cette multiplicité? Donc, en Argentine et au Brésil, il y a donc une transition vers de nouveaux systèmes alimentaires. Je ne sais pas s'ils vont porter leurs fruits, mais nous voyons l'importance de la production souveraine et du traitement souverain, donc en association avec des entreprises. Et donc, dans ces pays, il y a une place pour ces régimes alimentaires, mais également, il est important de parler de l'importance d'entreprises latino-américaines comme véhicules de capital. Et, cette multiplicité a également des répercussions environnementales, de dégradation, d'exclusion sociale, etc. Mais je vais m'arrêter ici et je pense que nous pourrons revenir sur ces points tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces réflexions très riches, très intenses. Merci à vous tous et à vous tous pour l'instant d'avoir vraiment respecté les délais. Et j'aurai toujours le temps de revenir vers vous tout à l'heure. J'espère maintenant, j'aimerais maintenant entendre notre dernier intervenant de cette section, Paul Nicholson. Paul, donc il est agriculteur laitier basque à la retraite. Il a participé aux responsabilités organisationnelles et politiques de l'Union des agriculteurs basques et il travaille désormais à la Via Campesina, donc par le biais de la coordination paysanne européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs. Pour commencer, au panel, j'aimerais reconnaître l'importance de ce type de webinaire. Et nous avons des défis, bien sûr. Nous devons soutenir les activités, et surtout universitaires. Et ce webinaire, ce type de webinaire, je pense que tient une place très importante. Mon intervention vous donne l'angle paysan, c'est-à-dire que la Via Campesina, le mouvement paysan international, qui englobe plus de 250 000 familles. Voici donc notre perspective, une approche ascendante. Et il y a plusieurs questions à poser.
comment nos moyens de subsistance vont-ils être touchés par ces nouvelles transitions vers le nouveau régime alimentaire? Quid de l'agriculture paysanne, des marchés paysans locaux? Quid de la souveraineté alimentaire? Quid de nos systèmes alimentaires locaux? Comment le nouveau régime va-t-il peser dans la balance? Alors, bien entendu, nous luttons contre les politiques néolibérales, contre certains pays qui déploient certaines politiques qui encore et toujours se concentrent sur le modèle de production productiviste, sur la monoculture. Ces politiques qui excluent les paysans et qui les éloignent toujours plus des terres. Alors, ici, dans ces conversations, il me semble important de parler de ce qui se passe sur le terrain, comme nous l'avons fait dans le cadre d'autres échanges. Et puis, je vous dirais que de ces échanges, j'ai appris que nous avons eu des réactions diverses et variées. Mais, tout d'abord, une chose, parlons des menaces. La mise en avant de la monoculture, du lait, du bovin ou d'haricots, de fèves, de quoi que ce soit, c'est toujours dangereux. Et on voit que surtout les intérêts chinois promeuvent cela en France, en Australie. Et il y a tout ce mouvement de rachat des terres qui exclut de leurs terres les paysans. Ensuite, au niveau institutionnel, nous avons déjà parlé au sein de la FAO des intérêts de tout un chacun, parce qu'à la FAO, les intérêts des petits pêcheurs sont représentés, des paysans sont représentés, etc. Et le fait est que les politiques agroécologiques aujourd'hui commencent à gagner du terrain. La souveraineté alimentaire et ce concept a été présenté au niveau institutionnel. Et le directeur général Graziano y a contribué pendant ces dernières années. Le nouveau DG aujourd'hui nous permet d'aborder deux thématiques, deux défis. Tout d'abord, les relations entre les OSC et la nouvelle DG, parce que le fait est que les relations entre les organisations de la société civile et le nouveau directeur général sont complexes. C'est une source d'inquiétude. Et puis, de par le passé, l'agroécologie était présentée comme une solution à bon nombre de problèmes environnementaux, sociaux et autres. Aujourd'hui, l'on parle d'innovation et de solutions de réparation technologique. Et cela nous inquiète profondément. Ensuite, pour ce qui est des possibilités à saisir, alors, les politiques chinoises ont permis de réduire la pauvreté en zone rurale, et ça, c'est source d'engouement. Et apparemment, cette politique a été couronnée de succès. Et donc, il est intéressant de voir comment ces politiques, à l'échelle internationale, pourraient changer la donne. Ensuite, la population vit en zone rurale à 41% en Chine, c'est énorme. Et si la pauvreté peut être réduite là, c'est très intéressant. Ensuite, les politiques agroécologiques. Kesako, de quelle technologie parle-t-on là? Comment peut-on les mettre en place? Il ne vous reste plus qu'une petite minute, Paul, même pas. Alors, juste un point positif, la déclaration des droits des paysans, déclaration donc des Nations Unies. Cette déclaration a été approuvée par la Chine et nous voudrions continuer à aller de l'avant sur cette voie. Aujourd'hui, la Covid a mis en avant la fragilité des régimes alimentaires internationaux et c'est là un tremplin qui nous permettrait de défendre la souveraineté alimentaire, un nouveau modèle de production et puis un nouveau modèle de systèmes alimentaires locaux. Ensuite, nous pensons également qu'il est très important de convaincre les échanges de bonnes pratiques et de connaissances entre mouvements paysans. Cela ne sera pas facile, notamment avec les mouvements en Chine, mais nous pensons que c'est très important
Enfin, les petits agriculteurs sont indispensables à la société, à la planète. Nous nourrissons la planète, 70% des aliments consommés, et puis les modes de production agroécologiques permettent de lutter contre les changements climatiques et sont indispensables. Merci bien. Merci à vous, Paul. Un tout grand merci à toutes et tous pour ces apports très enrichissants et fort complémentaires. Maintenant, nous aimerions donner la possibilité à chacun des orateurs de rebondir sur ce qu'il a entendu pour fournir ses réflexions sur ce qui a été dit par les autres panélistes pour tenter, disons, de tisser des liens entre les différentes interventions. Alors maintenant, je tiens encore une fois à vous rappeler, et cher public, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses que nous utiliserons après. Mais maintenant, nous allons donc avoir le même ordre d'intervention. Phil, vous avez la parole 1 ou 2 minutes, tout au plus, pour répondre à ce que vous avez entendu. Phil, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Katie, et merci à tous les orateurs, ces fabuleux orateurs, comme cela a été dit par Paul. Et comme Paul l'a dit, ces échanges sont ô combien importants et doivent perdurer. Alors, mon seul commentaire par rapport à l'exposé d'Airong est lié à la mercantilisation et l'agrosécurité. C'est très intéressant parce qu'on dirait que là, en fin de compte, la vapeur a été renversée et la question ne gravite plus autant autour des exportations, alors que pourtant c'est là que la Chine est très active. Mais ensuite, il est important de voir aussi comment la Chine se prépare au long terme pour diversifier ses accès à des aliments offshore. Et pour moi, ce jeu court terme, long terme, nous devons l'avoir à l'esprit pour reconnaître que oui, la Chine essaye de faire des achats et essaye, disons, de se positionner sur l'échiquier, quitte à déstabiliser certains acteurs grâce aux règles de marché qui sont ce qu'elles sont. Mais aujourd'hui, c'est compliqué avec les interventions d'État, notamment de la part des États d'Asie du Sud-Est. Qui veulent être en concurrence avec les Américains et les Européens aussi. Alors, n'oublions pas qu'ici on ne parle que d'une partie de l'histoire, mais que c'est qu'une tendance et que c'est une tendance. Ensuite, par rapport à la Covid et ce que Paul a dit et ce que d'autres orateurs ont dit aussi, eh bien moi je ne suis pas vraiment sûr que si cet accaparement par des multinationales ne fonctionne pas, il n'y aura pas d'autre système. Pour moi, le concept de souveraineté alimentaire rassemble des pays et des régions avec des systèmes territorialisés. Alors bien entendu, j'ai peut-être des espoirs un peu farfelus à très long terme, mais moi, étant donné l'organisation qui laisse à désirer du World Food Summit, étant donné les acteurs qui seront présents, ce sommet ne permettra pas d'arriver à ses fins. Cela sera un écran de fumée qui permettra de déguiser les intérêts des entreprises, mais étant donné les problèmes climatiques, socio-environnementaux et autres, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais réfléchissons surtout au long terme et n'oublions pas qu'un nouveau régime alimentaire organisé de par le monde
pourrait être intéressant. Et ce qui est promu par l'IPES aujourd'hui, eh bien, démontre que nous devons de nous organiser, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Et voilà, c'est tout. Merci bien. Mais merci à vous, Philippe. Merci pour cet optimisme, cette touche d'optimisme à la fin de votre intervention. Nous allons donner la parole à Young maintenant. Oui, merci. Alors moi aussi, je tiens à remercier Philippe qui a fait part de ce point. Je suis tout à fait d'accord. L'État chinois, en effet, souhaite planifier à long terme dans le système agraire à l'international. Mais, et pour ce qui est de la marchandisation, le tout est de savoir si on suit les règles de l'OMC ou pas, en fin de compte. Alors, je ne vais pas dire que suivre les règles c'est bien et ne pas les suivre c'est mal, mais moi, ce que j'ai pu observer, eh bien, c'est que, apparemment, il y a une approche globaliste et réformiste également par rapport à la question de la sécurité alimentaire. Ensuite, autre chose que je voudrais souligner, après avoir entendu tous les intervenants que je salue, eh bien, c'est que nous venons toutes et tous de la souveraineté alimentaire, si je puis dire. Et nous espérons toutes et tous parvenir à cet objectif. Et donc, la question de la consommation ici est très importante et nous la laissons peut-être parfois de côté. Le modèle productiviste mis en avant aujourd'hui avec les multinationales, avec les États, est lié à cette question. Et donc peut-être que nous devrions davantage nous pencher sur la question de la consommation. Les importations de soja vers la Chine sont là. Mais pourquoi? Qui est-ce qui importe? Et qui dit qu'on a besoin de toutes ces fèves de soja? Et donc, on dit que la Chine importe tellement, mais n'oublions pas de réfléchir, ne perdons pas cette vue d'ensemble et les multinationales qui essayent de dégager des bénéfices. Mais merci beaucoup à vous, Yan Hairong. Maintenant, je vais donner la parole à Refloy. Merci beaucoup à vous, Katie. Alors, moi, je vais peut-être être un petit peu en contradiction. Tout d'abord, au vu de mes recherches en Zambie et de ce que j'ai pu constater dans la région, eh bien, le modèle brésilien pour la production de soja continue avec des accaparements des terres par des entreprises. C'est un système qui accapare de grandes superficies au détriment des petits producteurs agricoles. Et aujourd'hui, de ce que j'ai pu constater, les chaînes de valeur se concentrent surtout sur le national et les petits agriculteurs sont en conséquence marginalisés de bon nombre de façons. Et donc moi je m'inquiète bien entendu de ce modèle et puis également de la consolidation du pouvoir des entreprises dans nos systèmes alimentaires, ce qui d'une certaine façon demeure inébranlable puisque aujourd'hui ces entreprises font des productions locales aussi qui envahissent les marchés locaux qui hier étaient l'apanage des petits producteurs locaux. Ensuite, par rapport au nouveau régime alimentaire, eh bien, je dirais que la Covid a présenté de nouvelles possibilités, oui, surtout en Afrique du Sud et même en Zambie. Le gouvernement avait indiqué que la Covid, en fin de compte, était une lueur d'espoir pour les agriculteurs locaux et les petits propriétaires, les petites exploitations.
parce que les consommateurs étaient davantage conscients, disons, de leur consommation et s'intéressaient davantage aux canaux de production et de distribution d'aliments. Alors, d'une part, à moyen terme, eh bien, je pense que l'on sera toujours confronté à la marginalisation des petits producteurs et des producteurs informels. Mais d'autre part, je pense que, comme Yann Arong l'a dit, les consommateurs ont le pouvoir, disons, de renverser la vapeur. Et peut-être que la Covid permettrait d'être le tremplin qui nous donne cet élan nécessaire. Mais voilà, j'en resterai là. Merci beaucoup. Merci à vous, un tout grand merci. Alors, passons à Andrea. Oui, alors je vais essayer de rebondir sur cette question de la consommation et aussi rebondir sur les différentes contradictions qu'on a entendues. Alors tout d'abord, je pense que la consommation est aujourd'hui probablement l'un des moteurs de la transition des systèmes alimentaires, mais seulement l'un des moteurs, j'insiste. La question de savoir qui va consommer quoi. Va-t-on avoir un petit échantillon de consommateurs qui va pouvoir consommer des aliments sains grâce à l'agriculture bio, ou les aliments vont-ils plutôt être produits par des agriculteurs qui travaillent dans des bonnes conditions et qui produisent également des aliments sains? Ici, pour moi, la question est de savoir qui va diriger cette transition dans les systèmes alimentaires, les régimes alimentaires. Aujourd'hui, l'on peut voir en fin de compte le résultat des développements dirigés par les multinationales. Et pour ce qui est de l'Amérique latine, eh bien, on voit que l'Amérique latine a internalisé certaines externalités du modèle de l'agrobusiness, de l'agro-industrie. Et donc, cela n'est pas durable pour la région en particulier. Et si ça continue sur la voie de la modernisation, cela ne pourra marcher. Ensuite, les contradictions. Les contradictions font partie intégrante de la transition et en Argentine, nous avons constaté certaines contradictions dans le domaine des politiques publiques et il y a un soutien à l'agrobusiness, à l'agro-industrie, c'est très clair, mais ensuite, l'on voit également que les mouvements paysans, l'agroécologie et les petites exploitations sont également soutenus, comme avec le précédent gouvernement au Brésil, si vous voulez. Et je pense que le modèle agraire est en jeu ici. Et il va sans dire que ces signes ne viennent pas seuls. Il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de mouvements sociaux avec des réseaux d'agriculteurs qui ont pu faire preuve de créativité en vue de sortir des sentiers battus, en vue de s'organiser. Mais voilà, je vais en rester là. Eh bien, merci beaucoup à vous, Andrea. Alors, enfin, dernier commentaire de la part de Paul, et ensuite on passera à la question-réponse. La session question-réponse. Eh bien, merci beaucoup, Andrea, et merci beaucoup. Alors, pour moi, la résistance est importante. Quel type de résistance va-t-il y avoir? Alors, elle est inévitable. Il y aura des réticences, des oppositions, une résistance. Mais la question est de savoir à quoi elle ressemblera. Moi, je pense qu'en créant des réseaux au niveau local, on pourra former une opposition. Ensuite, aussi peut-être créer une opposition au niveau des consommateurs. Les OSC ont le vent en poupe. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un danger, le fait que le bio devienne l'apanage de la classe moyenne. Enfin, sur le terrain, nous voyons qu'il y a des exploitations industrielles dignes de multinationales qui produisent, vendent aux géants
et que d'autre part, il y a ces petites exploitations agroécologiques qui fournissent des marchés locaux. Et, et il n'y a pas d'exploitation moyenne. Ces exploitations moyennes disparaissent parce elles ne peuvent survivre avec ces géants. Et aujourd'hui, c'est un grand problème. Et donc, la transition implique aussi un modèle de production sociale. Enfin, troisième question, troisième point, la déclaration des droits des paysans. Il s'agit d'un grand succès à la suite d'un mouvement international qui s'est battu bec et ongle. Alors nous savons que cette déclaration n'est pas contraignante, mais elle a été adoptée par une majorité et aujourd'hui nous devons nous assurer du fait que des choses sont mises en place. Cela va au-delà des droits au travail, cela concerne le durable et les zones rurales et c'est important pour tous les continents. Merci Paul, merci pour ces réflexions sur les stratégies et nos outils de la résistance. Et nous avons déjà anticipé certaines questions importantes que nous avons vues dans la boîte de dialogue. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci aux intervenants pour leurs réflexions. Merci à vous tous et toutes qui avez déjà posé vos formidables questions. Je vais donc donner la parole à Ruth qui va nous passer en revue le premier cycle de questions. Katie, exactement. Nous sommes à l'heure. Incroyable. Donc, nous aurons 2 cycles de questions-réponses. Et nous allons demander des réponses, mais nous allons essayer de provoquer des débats entre les intervenants également. Donc, je vais voir quelques questions et merci beaucoup à cette équipe incroyable qui a filtré ces questions et qui nous a aidés à les organiser par thématique. Alors, une question cadre, c'est une observation de Lazare Forti qui nous dit que la souveraineté alimentaire est généralement aux antithèses des régimes alimentaires. Mais s'il y a un nouveau régime mercantiliste, néo-mercantile chinois, comment est-ce que ceci va affecter le mouvement de souveraineté alimentaire? Alors, on va peut-être réfléchir à cette question, mais j'aimerais poser la question suivante, une question donc d'éclaircissement, particulièrement pour nos intervenants, pour Phil. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par l'agro-mercantilisme? Est-ce qu'il y a un rôle dans les contrats commerciaux pour l'huile de palme et Cargill et les autres entreprises? Quelles sont leurs interventions, leur influence sur la tarification? Est-ce que les systèmes alimentaires, peut-on les voir comme néo-mercantilistes? Est-ce que ceci est reflété dans les deals de grosses entreprises telles que Costco? Et les valeurs, les chaînes de valeur pour les aliments dits autochtones qui sont de plus en plus des marchandises commercialisées. Également une question de Jörg Nova qui a observé qu'il y a quelques tensions entre vos perspectives, qu'il n'y a pas peut-être de stratégie unifiée de Chine, mais qu'il y a peut-être différents acteurs avec différentes agences. Et la vue de Phil qui dit que nous pouvons identifier une route prise par la Chine comme unité. Donc, en ce qui concerne les régimes alimentaires. Pour Phil, question rapide concernant la clarification. Donc, d'un côté, des moteurs du boom, de cet essor du soja et dans quelle mesure ceci est axé ou dirigé par les entreprises ou les agriculteurs eux-mêmes et est-ce qu'il s'agit en fait d'une repaysannerie? Alors, je pense qu'il faudrait une semaine pour répondre à toutes ces questions, mais vous aurez 1 à 2 minutes chacun. Donc, nous allons commencer dès à présent avec Phil. Phil, donc l'agromercantilisme, s'il vous plaît, pour une clarification. Ensuite, Paul, les aliments autochtones. Aaron, les tensions selon votre perspective et la perspective de Phil. Et ensuite, Andrea, nous reviendrons pour le deuxième cycle. Merci beaucoup, Ruth. Merci pour ces questions également. Alors,
j'ai déployé ce concept de mercantilisme d'agrosécurité, surtout pour expliquer qu'il semble y avoir une transformation dans la manière dont certains États, surtout au Moyen-Orient, la Corée, la Chine également, utilisent cette souveraineté et l'État pour établir un accès et des infrastructures également pour l'approvisionnement étranger. Donc, en question, pour répondre à des questions de sécurité alimentaire, les pays du Moyen-Orient, africains, qui perdent des terres, et ce qui conduit à la désertification, etc. Et pour la question de la population chinoise et de l'accès à long terme. Et donc, ce sont les moteurs principaux. Donc, j'essaie de mettre en exergue vraiment le fait que ce sont des États particuliers qui commencent à jouer le jeu de cet accès à l'alimentation, mais ils n'utilisent pas les canaux habituels mis en place par la libéralisation de l'OMC, des échanges. Donc, ils créent des possibilités eux-mêmes à l'étranger. Donc, le mercantilisme, c'est en fait une tendance inversée par rapport à ce qui était utilisé sous la période coloniale par les Européens et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils exportaient les aliments à travers le monde pendant la guerre froide. Donc, c'est une stratégie différente. Et c'est à prendre ou à laisser, vraiment. Mais je pense que ceci souligne le problème de la dominance des Européens et des États-Unis dans les systèmes alimentaires internationaux. Mais ceci revient à notre première question qui traitait de la reconnaissance croissance, surtout après la Covid, donc de ces initiatives étatiques, et nous allons en parler plus tard. Mais la Chine travaille avec des financiers, des professionnels des finances, avec des complexes, des multiplexes, plutôt que des multipolarités. Donc, ce sont des relations multiplexes qui peuvent mieux nous faire comprendre ce qui se passe avec les entreprises qui signent des contrats, qui délaissent leur territorialité, etc. Donc, cette multipolarité se concentre généralement sur les échanges entre pays. Mais c'est un monde plus compliqué aujourd'hui. Nous avons également l'aspect de la finance et de l'importante croissante de la finance. Merci beaucoup. Merci Phil. Nous reviendrons sur ces points avec Harong dans un instant. Mais Paul, souhaiteriez-vous répondre à ce point concernant la commercialisation des aliments dits autochtones? Et y a-t-il une possibilité de chaîne de valeur durable à cet égard? Est-ce que vous voyez l'émergence, une certaine émergence? Phil, votre micro, s'il vous plaît. Je pense que bon, les exploitants autochtones, pour eux, c'est une réalité très similaire à la paysannerie, généralement. Donc là, on parle de production culturelle d'aliments, donc locaux, et je pense qu'il est tout à fait utopique et contradictoire pour un village, disons, ou une population autochtone, un groupe autochtone, ou une communauté paysanne en Afrique ou ailleurs, de penser qu'ils peuvent exporter sur les grands marchés européens, aux États-Unis, etc. Les expériences sont toujours vouées à l'échec. Et donc, il faut bien sûr produire pour la population locale de la meilleure manière possible, avec les moyens du bord. Très bien, merci. Donc, nous allons revenir à cette question avec le multilatéralisme, le libéralisme par rapport à la souveraineté alimentaire et l'importance de la Chine en tant que nouveau régime alimentaire
Arang, est-ce qu'il y a des tensions, vous pensez, entre votre idée et l'idée de Phil? Alors, qui est la Chine selon vous? Je pense qu'il y a des différences. Je pense que beaucoup de gens ont des vues différentes, mais comment est-ce qu'on voit la différence entre la capitale et l'État, surtout dans le contexte de la Chine? Je pense que le gouvernement chinois a toujours mis l'accent sur, a toujours autorisé le marché à s'exprimer, de diverses manières. Donc, dans les politiques, chinoises, ceci se ressent bien. Cependant, et lorsqu'on lit ces, politiques chinoises du gouvernement, on sent bien que l'État essaye de, regrouper le capital. C'est difficile, mais de regrouper de capital, c'est ce que, doit faire l'État. L'État a pour rôle d'envoyer des signaux. Mais lorsqu'on se concentre sur la pratique, sur le terrain, eh bien là, nous voyons beaucoup de tensions, de contradictions d'entreprises chinoises, même des entreprises publiques qui sont en concurrence les unes avec les autres. En Sud-Soudan, avec des entreprises pétrolières, il y a 2 gros géants chinois qui se battent, tels que Coca-Cola et Pepsi-Cola, et elles se comparent à ces entreprises. Et donc sur le terrain, la situation est en fait très différente. Donc il faut, voir, qu'il y a des batailles entre les intérêts et le capital, et les capacités de regroupement également sont différentes, mais la Chine permet, aux grosses entreprises de jouer en leur faveur, en fait, de travailler en faveur de leurs intérêts. Merci beaucoup. Donc des concepts binaires, des concepts peut-être polémiques, mais nous comprenons bien les nuances. Ensuite, une question concernant les moteurs de ce processus. Et si nous voyons une repaysannerie, alors quels sont quel est le caractère de cet essor du soja en Zambie et quelle est votre perception de ce qui se passe en Afrique subsaharienne? Refilé. Merci, Ruth. En ce qui concerne les moteurs, l'État joue un rôle crucial pour faciliter l'investissement, d'une part, mais également grâce à ses partenariats avec diverses institutions qui ciblent particulièrement les petits exploitants agricoles. En Zambie, le gouvernement a adopté une stratégie double. D'une part, il s'agit de réserver 100 000 hectares pour l'agriculture, telle que pour le soja, et d'autre part, ils ont signé diverses initiatives, validé diverses initiatives pour le développement du secteur agricole, telles que la nouvelle alliance du G8 sur la nutrition, divers programmes pour la révolution verte en Afrique, etc. Et les petits exploitants sont intégrés à cette chaîne de valeur par le biais d'ONG locales qui identifient ces petits exploitants et qui les, les forment et les encouragent à utiliser certaines semences, certains engrais, etc. Donc, ce sont les moteurs principaux en ce qui concerne la production des petits exploitants. Ce que nous voyons cependant également, c'est la montée des exploitants de taille moyenne. Et il y a un flux de citadins, de fonctionnaires, et certaines personnes reviennent parfois vers les campagnes pour se concentrer sur, par exemple, les productions de soja, des récoltes qui font partie de programmes subventionnés par l'État, tels que le maïs également, où l'État offre des intrants et commercialise
ces marchandises. Et de cette perspective, on pourrait le caractériser tel que une nouvelle forme de paysannerie, c'est-à-dire que les citadins, les habitants des villes reviennent dans les villages, reviennent à la campagne. Merci beaucoup, Refiloé. Donc la repaysannerie, c'est peut-être aussi un processus élitiste. Donc très rapidement, avant de passer au deuxième cycle de questions, j'aimerais donner une chance, la possibilité à Andrea de parler rapidement d'une question qui a été posée dans les questions-réponses. Donc, l'expansion dans le cône des pays du Mercosur et les préoccupations de méga-projets en Argentine, surtout pour la production porcine. Que se passe-t-il en Argentine concernant l'implication et les répercussions sur l'environnement? Donc, suite à cette transition, vous avez 1 minute. Alors, concernant l'impact sur l'environnement, bien sûr, il en existe plusieurs. Et ils sont plus visibles désormais et il y a une sensibilisation accrue à ce sujet qui inclut la déforestation, la contamination de l'eau et de l'air, mais également la contamination alimentaire elle-même. Et surtout en Argentine, mais également dans d'autres pays, ceci est visible. Je ne sais pas quelle était la deuxième partie de cette question? Donc, des projets d'expansion, des méga-projets proposés donc, par les partenaires chinois donc, pour la production alimentaire. Très bien. Donc, il est prévu de produire de l'élevage porcin dans la partie nord, qui va augmenter de 25% cette production dans le pays, mais ceci sera principalement dédié à l'exportation vers la Chine. Donc, il y a eu beaucoup de résistance à ce projet, car, bien sûr, au milieu de la pandémie de Covid, la production de viande industrielle, est bien sûr, est liée à la pandémie, est liée à la maladie. Donc, ce type de production porcine, je crois qu'il sera question de 25 établissements, 25 exploitations porcines au nord du pays, à Chacao, où la pénurie d'eau se fait déjà ressentir. Donc, voilà, allez-y, Ruth. Nous allons devoir nous arrêter ici. Je suis vraiment désolée. Nous devons vraiment être stricts. Alors, je vais donner la parole à Katie et, et je sais que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Donc, elle vous dira comment poursuivre avec ces questions et ces commentaires. Katie, vous avez donc désormais la parole. Ou je ne sais pas si j'ai une proposition très forte à ce sujet, très solide. Nous allons pouvoir peut-être lire certaines questions formidables que nous avons vues. Et je vais peut-être demander aux panélistes de nous donner 1 minute pour conclure. Donc, pour prendre ces questions comme inspiration plutôt que pour vraiment y répondre dans le fond. Ce ne sera pas possible, bien sûr, mais nous allons stocker toutes ces questions et nous allons les partager avec les panélistes pour inspirer d'autres réflexions à l'avenir. Et après ce cycle de questions-réponses et dernière réflexion, nous allons repasser la parole à Carole qui conclura et essaiera de donner un condensé des points saillants, des extraits des conversations. Donc, quelques questions que nous avons entendues de Lydia Cabrel. Alors, les universitaires de l'Occident parlent souvent de la Chine comme une Chine. Est-ce qu'il y a peut-être différents acteurs et il y a du long terme, du court terme en Chine et il y a différents niveaux de positionnement à travers la Chine. Michel nous dit, donc pour Yann, la consommation est encouragée en Chine au profit des entreprises. Et donc, la question est qui encourage cette consommation? Le gouvernement chinois encourage l'augmentation de consommation de
de protéines animales, mais il y a également des entreprises locales et autres impliquées, mais ceci ajoute des pressions. Est-ce que vous pensez que ça va continuer ou est-ce que nous allons poursuivre dans le cadre de ce modèle? Ashita, désolée pour la mauvaise prononciation, mais c'est une question très pertinente. Comment est-ce que l'Inde va être affectée? Mais nous voyons qu'il y a bien sûr le challenge de l'OMC à l'heure actuelle et nous avons des paysans qui se suicident à cause de la pression. Nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y a également beaucoup de pushback, donc de recul, d'essayer de remettre en question à travers le monde. Nous avons parlé du contexte brésilien. Nous avons des restrictions sur les importations chinoises aux États-Unis et autres, alors que la Chine continue de manière impunitive, par exemple, au niveau des importations, donc au niveau du vin en Australie. Ceci pourra être utilisé dans d'autres webinaires, mais je voulais vraiment vous poser quelques questions et vous pouvez donc commencer donc avec Phil. Alors, merci beaucoup, Katie, et merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, je vais essayer d'être long et rapide à la fois. Sur l'huile de palme, j'ai déjà parlé de cela, des aliments pour animaux et des carburants, et j'ai écrit un article à ce sujet, donc vous pourriez le consulter. Ensuite, pour rebondir sur ce que Ruth a dit par rapport au marché qui n'est pas binaire. Alors, ma façon de voir les choses qui est fondée sur les travaux de Giovanni parle de l'implication de l'État, mais aussi que l'État est sujet aux fluctuations des multinationales. Et donc, ensuite, la Chine est un peu une anomalie, étant donné sa taille, mais aussi d'un point de vue temporel, parce qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant, et les Américains, avec leur ordre libéral, est en train de s'écrouler, et la Chine se développe et a une vision du monde bien différente de la vision occidentale, et cela veut donc dire que la Chine a cette stratégie à court terme et à long terme, parce que en fin de compte, elle a cette approche contradictoire puisqu'elle participe au système néolibéral, mais par la même occasion, elle essaye de se transformer comme Yan Hairong l'a expliqué. Et donc, la Chine est une anomalie, c'est un point important que nous devons avoir à l'esprit. Ensuite, je vous invite à consulter mon article sur les tensions entre les pays. C'est que ces tensions ne vont pas être vite résolues entre la Chine et l'Inde. Et les agriculteurs indiens peuvent être considérés comme un contrepoids au secteur agraire chinois. Enfin, la souveraineté alimentaire. Bien, je pense que le concept de souveraineté alimentaire est parfois mal interprété. Pour moi, les mouvements, notamment de la Via Campesina, le disaient déjà dans les années 90, les États perdaient leur souveraineté alimentaire à cause de la libéralisation de l'économie mondiale avec l'OMC. Et ça, c'est un point de départ qu'on se doit de garder à l'esprit. Et donc, il est important de réfléchir aux politiques de l'OMC et puis la souveraineté alimentaire est également liée aux structures agricoles démocratiques dans les États. Et là, ici, il est important aussi de souligner que la souveraineté alimentaire est importante eu égard du multilatéralisme qui aujourd'hui est menacé par la forme économique mondiale et certains processus onusiens. Et donc, n'oublions pas ces relations pour l'avenir.
Et je pense que je peux en rester là, merci beaucoup. Mais merci à vous, Phil. Et Yann, vous avez la parole. Très bien, alors merci beaucoup, Phil, pour ce qu'il vient de dire, notamment sur la souveraineté alimentaire. Ensuite, par rapport à la Chine, il est important et intéressant de souligner que oui, il y a beaucoup de débats en Chine. Et parfois, les points de vue évoluent. Alors, la chute de l'URSS a poussé la Chine vers la mondialisation, mais depuis 2008 et la crise financière, et avec la crise de la Covid aujourd'hui, eh bien, la Chine change à nouveau son fusil d'épaule et on voit que l'État a toujours plus confiance en lui-même et pense pouvoir porter à mal le capital. Ensuite, il est important de débalayer la Chine, si je puis dire, et de voir comment les débats, les dynamiques se déroulent en Chine, parce que la Chine est hétérogène. Alors, moi, j'ai publié un article il y a quelques années sur les débats en Chine sur la crise de la fève de soja, parce que nous importons beaucoup de fèves de soja en Chine, mais nous en produisons également énormément. Et donc, il est important de ne pas considérer la Chine comme ce monolithe que beaucoup imaginent, ce qui n'aide pas du tout. Ce qui n'aide pas du tout si on veut passer au crible les pratiques chinoises. Ensuite, la modernisation des régimes alimentaires en Chine, et comme dans bon nombre de pays en développement, a des conséquences, notamment par rapport à l'absorption de protéines. Et ici, c'est lié au gouvernement, mais aussi au monde universitaire et puis au capital. N'oublions jamais ce triptyque qui pousse la modernisation des régimes alimentaires. On se doit d'avoir ça à l'esprit lors de nos analyses. Ensuite, je pourrais encore m'étendre, mais voilà ce que je tenais à dire pour commencer. Un tout grand merci à vous et merci pour toutes les nuances que vous avez aussi apportées. Alors, passons maintenant à Refloy. Vous êtes peut-être en sourdine, madame. Oui, désolé, je devais réactiver mon micro. Alors, moi, ce que je retiens de cet échange aujourd'hui, et ma conclusion, c'est que l'agrobusiness dans le marché des commodités de nos systèmes alimentaires est problématique. C'est un fait. Quel que soit le degré de centralisation des choses par l'État. Et moi, je pense qu'il est important de remettre en question cela toujours plus, notamment dans la zone d'Afrique subsaharienne, avec les productions locales. Et l'idée d'inclure les petits producteurs dans les chaînes d'approvisionnement internationales a déjà été étudiée dans bon nombre d'articles et critiquée à juste titre. Et moi, je pense que nos systèmes offrent des possibilités de localiser. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons la possibilité justement de faire un peu d'introspective, si je puis dire, en vue d'absorber ces transitions au local et de voir quels leviers peuvent être actionnés avec des systèmes alimentaires locaux. Merci beaucoup à vous, Refloré. Alors, cher public, vous l'aurez très certainement remarqué, nous sommes déjà un peu en retard, mais c'est parce qu'il y a tellement d'idées fabuleuses qui fusent, mais nous allons bientôt devoir boucler la boucle. Et donc, maintenant, les conclusions pour Andrea et Paul, ensuite Karen pour la fin. Donc, dans 10 minutes, ce webinaire devrait être terminé. Et enfin, sachez-le qu'il y aura aussi un petit sondage qui vous permettra de partager votre point de vue et qui vous permettra de nous dire quel sujet vous souhaiteriez qu'on aborde à l'avenir. Andrea, vous avez la parole. Oui, alors moi, je vais juste parler des capitaux de la finance, parce que parfois, lorsqu'on parle de pays, on n'arrive pas vraiment à s'imaginer comment les capitaux peuvent être liés ou pas à certains pays.
Le fait est que tout cela suit sa propre logique, mais pour ce qui est des entreprises d'Amérique latine, eh bien, elles ont joué un rôle actif dans le développement de l'agrobusiness. Elles sont financées par des capitaux internationaux. Voilà, c'était la seule chose que je souhaitais dire. Et je vais laisser la parole à Paul. Eh bien, un tout grand merci, Paul. Eh bien, merci beaucoup, Katie. Alors, deux petites choses, très brièvement. Ne confondons pas souveraineté alimentaire avec des processus de prise de décision démocratique par rapport au régime alimentaire qui doivent être pris au niveau locaux, nationaux et internationaux. C'était également différent de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire et de questions purement économiques. La souveraineté alimentaire populaire est liée au peuple et là elle est démocratique et elle est novatrice. Enfin, comme cela a été dit, oui, je pense qu'il est important d'analyser la Chine sous différents prismes, de déballer la Chine comme cela a été dit plus tôt, et d'apprendre les contradictions existantes en Chine si l'on souhaite réellement échanger et partager des expériences. Merci beaucoup. Mais merci à vous, Paul. Un tout grand merci. Alors sur ce, je vais rendre la parole à Carl. Merci beaucoup pour votre patience. Et merci aussi à nos interprètes pour leur patience avec nous, étant donné que nous sommes déjà un peu en retard. Mais il n'y a pas de quoi, Kate, ici avec grand plaisir. Alors, Carol, est-ce que vous pourriez nous faire part de vos conclusions? Alors, Carol Hernandez est chercheuse associée au programme de bioéthique à l'Université autonome du Mexique en agriculture et bioéthique. Vous avez la parole. Eh bien, bonjour de Mexico City. Je vais essayer de tout résumer très brièvement. Alors, un nouveau régime alimentaire, c'était la question du jour, n'est-ce pas? Alors, deux questions sous-jacentes à cette question. Tout d'abord, est-ce que nous constatons la formation d'un quatrième régime alimentaire, si oui, alors deux questions sous-jacentes. Est-ce que la Chine sera le nouveau pouvoir hégémonique, oui ou non? Eh bien, alors nous ne le savons pas encore. Il faut voir ce qui va se passer avec cette période de transition. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes confrontés à des défis imminents avec le système alimentaire d'aujourd'hui ou de demain. Tout d'abord, il y a les changements climatiques et ensuite, il y a cette bipolarité avec l'agriculture bionumérique sans agriculteurs ou encore la souveraineté alimentaire paysanne. Et c'est aujourd'hui là le mouvement transnational le plus important. Alors comment les régimes alimentaires actuels ou de demain pourront gérer ces systèmes, ces oppositions? Alors pour ce qui est du rôle de la Chine dans le système alimentaire mondial, nous pouvons poser la question suivante. Est-ce que la Chine a une stratégie dirigée vers l'extérieur qui profite du régime alimentaire des entreprises avec ses règles et ses institutions et les principes organisationnels libéraux, ou est-ce qu'elle essaie de construire sa voie vers l'hégémonie? Alors ici, il y a des opinions diverses et variées, mais il est important de rappeler certaines particularités de la Chine. Tout d'abord, la Chine est l'importateur en aliments le plus important au monde, et puis la Chine est en train de développer son système d'agro-importation complexe à l'international pour avoir une autosuffisance internationale. Et ensuite, l'entreprise a, la Chine plutôt a des entreprises à tête de dragon, des entreprises publiques un peu aux quatre coins du monde. Ensuite, la Chine a réussi à éviter certains intermédiaires habituels et à développer des infrastructures aux quatre coins du monde. Elle a également cette politique qui vise à réduire la pauvreté en zone rurale en interne, et tout cela engendre de nouvelles réalités territoriales et de nouveaux circuits de valeurs et de ressources. Ensuite, pour ce qui est des points de vue de la Chine, alors
Tout d'abord, il y a cette hétérogénéité, il y a la dépéanisation et ensuite l'évolution en zone rurale. Ensuite, la Chine évolue en amont et en aval. Il y a les évolutions qui viennent des entreprises et ensuite des petits et moyens agriculteurs chinois. Ensuite, la Chine effectue-t-elle des investissements surtout pour des bénéfices, oui ou non? Et ensuite, est-ce que ces investissements sont logiques et donner cette envie d'autosuffisance? Alors, question qui se pose étant donné tout cela, est-ce qu'il y a une opposition entre le consensus de Pékin et le consensus de Washington? Alors, le fait est que les autorités chinoises n'utilisent pas ce libellé de consensus de Pékin. Alors ensuite, les pratiques chinoises ont une tendance à la réforme, et même s'ils ne représentent pas une alternative à la mondialisation actuelle, et parfois ces tendances créent de nouvelles dynamiques et rompent des monopoles bien établis. Ensuite, la Zambie et l'Argentine. La financiarisation de l'agriculture, des terres, des techniques et des capitaux ne sont pas l'apanage du capital chinois, mais le processus de financiarisation et de concentration des capitaux se voit de par le capital chinois, mais aussi de par d'autres capitaux venant d'ailleurs dans le monde. Ensuite, il y a la question de la dégradation des environnements, de l'environnement et de l'accaparement des terres. Ensuite, il y a d'autres problèmes sous-jacents, notamment la pauvreté, la faim. Nous avons également vu que plusieurs petits paysans ont été marginalisés. Et puis, il y a une grosse contradiction. Il y a l'agro-industrie qui est soutenue à tout va dans ces pays, mais parallèlement à cela, dans certains pays, notamment en Argentine et au Brésil, il y a de nouveaux soutiens en faveur des petits agriculteurs et parfois aussi à l'agroécologie. Et donc, on peut dire qu'il y a toute cette complexité, toutes ces contradictions qui sont là en parallèle. Enfin, une question. L'Afrique est-elle un géant endormi? Et ensuite, on devra aborder cette question dans le cadre de la nouvelle révolution verte qui, justement, cible l'Afrique. Ensuite, des points de vue de la via campesina. Tout d'abord, il y a des possibilités qui s'offrent à nous, mais aussi des défis pour l'agriculture paysanne, étant donné les régimes alimentaires évoluant à l'heure actuelle. Et ici, donc, il est important de comprendre les processus de changement en œuvre. Il y a une belle occasion à saisir pour la souveraineté alimentaire, pour l'agroécologie et l'autonomie des indigènes, mais il est important de comprendre les résistances qui doivent s'organiser. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci à vous, Carole, pour ce résumé on ne peut plus intéressant qui a repris toute la richesse de nos échanges d'aujourd'hui. Merci à toutes et tous. Merci à nos invités. Merci à vous, cher public, pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci à l'équipe du TNI pour l'organisation, le soutien. Et encore une fois, merci beaucoup à nos interprètes qui ont permis à toutes et tous de suivre cet échange en différentes langues. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à contacter Jennifer Franco, tni.com. Et alors, un petit sondage dans un instant qui vous permettra de nous indiquer les sujets que vous voudriez aborder à l'avenir. Alors, ces webinaires auront lieu plusieurs fois cette année, mais pas sur base fixe. Et donc, n'hésitez pas à souscrire à notre newsletter ou à nous suivre sur les médias sociaux pour savoir quand auront lieu les prochaines sessions. Enfin, je vous invite toutes et tous chaleureusement à vous joindre au prochain webinaire organisé, les rythmes de la résistance. Donc, rythme de résistance en Afrique du Nord et c'est révolutionnaire. Cela sera le 24 juin 2021 et vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat. Encore une fois, merci pour votre présence. Je vais laisser le chat et on va laisser la session ouverte en quelques instants pour que vous puissiez compléter le sondage. Vous recevrez un petit courriel dans quelques jours avec un lien pointant vers les vidéos. Pour que vous puissiez tout revoir et suivre. Merci à toutes et tous et bon après-midi, bonne journée ou bonsoir. Les interprètes vous souhaitent une très belle journée. Au revoir. Merci bien. Fabuleux, Katie. Un grand merci.